Bonjour, donc nous allons parler aujourd'hui de coagulation, plus précisément de l'interprétation des bilans de coagulation. C'est un chapitre important de l'hémostase, car quelle que soit votre spécialité, généraliste ou spécialiste, vous rencontrerez des patients dans votre vie professionnelle pardon, qui présenteront des problèmes d'hémostase et il faudra savoir en fonction de leur situation clinique et de leurs antécédents demander des examens de biologie qui vont vous permettre par l'interprétation adéquate de savoir où se situe l'anomalie qui fait saigner le malade. Donc l'interprétation du bilan de coagulation est intimement liée à la physiologie de la coagulation et donc il m'apparaît utile avant de rentrer dans le vif du sujet de faire avec vous un rappel sur la physiologie et de l'exploration de la coagulation bien que vous ayez déjà vu ça en cours. Donc on appelle hémostase un ensemble de phénomènes qui conduisent à l'arrêt du saignement après traumatisme d'un vaisseau sanguin. Dès qu'on s'est blessé, il se produit une vasoconstriction du vaisseau, une adhésion des plaquettes sanguines au niveau du sous-endothélium parce que l'endothélium a disparu lors du traumatisme, une adhésion des plaquettes sanguines au sous-endothélium, un changement de forme et une libération par les plaquettes de certaines substances contenues dans leur cytoplasme, et enfin une agrégation des plaquettes sanguines entre elles. L'ensemble de ces quatre étapes définit, comme vous le savez déjà, l'hémostase primaire. Quand elle est terminée, cette hémostase primaire a permis la formation d'un caillot. Un caillot qui est cependant fragile, car il est fait essentiellement de plaquettes. Il a besoin d'être consolidé par un réseau de fibrines qui est formé à partir du fibrinogène, et ce à l'issue de la coagulation plasmatique. Ensuite, ce caillot est détruit lors d'un processus que l'on connaît sous le nom de fibrinolyse physiologique pour laisser place à la cicatrisation tissulaire. Voilà donc un schéma qui récapitule tout ce que je viens de vous dire. La blessure du vaisseau, l'hémorragie, l'adhésion des plaquettes au sous-endothélium pour former puis ensuite leur libération, leur agrégation pour former un clou plaquettaire qui sera consolidé par un réseau de fibrines formé pendant le processus de coagulation, et enfin une fibrinolyse suivie d'un processus de cicatrisation. La coagulation plasmatique met en jeu des facteurs de la coagulation. Ce sont les acteurs principaux. Quels sont ces facteurs de la coagulation? Il faut les connaître par cœur. Le facteur 1, c'est le fibrinogène. Le facteur 2, c'est la prothrombine. Le facteur 5, c'est la proaccélérine. Le facteur 7, c'est la proconvertine. Le facteur 8, c'est le facteur antihémophilique A. Le facteur 9, antihémophilique B. Le facteur 9 est le facteur de Stuart. Le facteur 11 ou facteur de Rosenthal. Le facteur 12 ou facteur de Heijman. Et le facteur 13 ou facteur stabilisateur de la fibrine. Ces facteurs sont tous synthétisés au niveau du foie, et certains, le 2, le 7, le 9 et le 10, sont dits vitamino-K dépendants. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la présence de vitamine K pour être fabriqués par le foie. Alors, la conception classique de la coagulation plasmatique, qui, encore une fois, je vous le rappelle, va faire suite à l'hémostase primaire. 3 étapes. Première de ces étapes, la formation de prothrombinase. Cette prothrombinase va ensuite transformer la prothrombine en thrombine sous l'effet de la prothrombinase, et ensuite cette thrombine va transformer le fibrinogène en fibrine, laquelle fibrine, encore une fois, va venir consolider le clou plaquettaire. Formation de la prothrombinase, elle se fait dans 2 voies.
une voie qui est dite endogène et une voie qui est dite exogène. Dans la voie endogène, le premier facteur à être activé est le facteur 12. Par quoi est-il activé? Il est activé par le contact avec le sous-endothélium. Une fois activé, il va activer le facteur 11. Le facteur 11 activé va activer à son tour le facteur 9. Le facteur 9 activé se lie au facteur 8 en présence de calcium et de phospholipides plaquettaires qui sont présents au niveau de la surface des plaquettes pour donner un complexe enzymatique qui active le facteur 10. Le facteur 10 activé se lie au facteur 5 en présence de calcium et de phospholipides pour donner la prothrombinase. Dans la voie exogène, cette formation de prothrombinase est beaucoup plus rapide. Elle démarre avec le facteur tissulaire qui est libéré dans la circulation par les cellules endothéliales qui ont été détruites pendant le traumatisme. Ce facteur tissulaire va activer le facteur 7. Le facteur 7 activé est responsable de l'activation du facteur 10. Le facteur 10 activé va se lier au facteur 5 en présence de calcium et de phospholipides pour donner la prothrombinase. Alors, comme on l'a dit, la prothrombinase formée dans les voies endogènes et exogènes va servir à transformer la prothrombine en thrombine. La thrombine est une enzyme extrêmement puissante. Son principal substrat, c'est le fibrinogène. Si vous êtes plus à l'aise pour retenir ce que je viens de vous dire sur un schéma, voici un schéma qui récapitule la physiologie de la coagulation. La voie endogène, qui débute par l'activation du facteur 12 après son contact avec le sous-endothélium. Une fois activé le facteur 12, va activer le facteur 11. Le facteur 11 activé va activer le facteur 9, qui va se lier au facteur 8 en présence de calcium et de phospholipides plaquettaires pour transformer le facteur 10 en facteur 10 activé, lequel facteur 10 activé va se lier au facteur 5 en présence de calcium et de phospholipides pour transformer la prothrombine en thrombine, laquelle thrombine va transformer le fibrinogène en fibrine. De même, dans la voie extrinsèque, libération du facteur tissulaire par cellules endothéliales qui vont tout de suite se lier au facteur 7. De cette liaison facteur tissulaire, facteur 7, va se produire l'activation du facteur 7. Le facteur 7 activé va activer à son tour le facteur 10 qui va se lier au facteur 5 en présence de calcium et de phospholipides pour transformer la prothrombine en thrombine, laquelle thrombine va transformer le fibrinogène en fibrine. Donc la voie commune, vous voyez bien dans votre imaginaire la prothrombinase qui arrive dans la voie endogène, elle arrive dans la voie exogène, elle va transformer la prothrombine en thrombine, laquelle thrombine va transformer ce fibrinogène en fibrine. Ce phénomène de transformation du fibrinogène en fibrine, connu sous le nom de fibrinoformation, va se faire en 3 étapes. Premièrement, détachement des fibrinopeptides A et B qui sont fixés à l'extrémité N-terminale des monomères de fibrine. Deuxièmement, liaison des monomères de fibrine qui ont perdu leur fibrinopeptide pour donner un rhizome de fibrine soluble. Troisièmement, la thrombine va activer le facteur 13, connu sous le nom de facteur stabilisateur de la fibrine, qui va stabiliser les monomères de fibrine pour la création de liaisons covalentes donnant un réseau de fibrine insoluble. Sur un schéma, voici comment se présente la molécule de fibrinogène. Vous voyez qu'elle est constituée de 6 chaînes identiques 2 à 2, 2 chaînes alpha, 2 chaînes bêta et 2 chaînes gamma.
les chaînes alpha et les chaînes bêta comportent à leur extrémité N-terminale des fibrinopeptides. La chaîne alpha comprend 2 fibrinopeptides A et la chaîne bêta 2 fibrinopeptides B. Donc qu'est-ce que nous avons dit? Première étape, la thrombine va détacher ces fibrinopeptides pour laisser place à des monomères de fibrine. Ces monomères de fibrine vont se polymériser de manière spontanée en créant entre eux des liaisons hydrogènes. Voilà, ça donne une espèce de réseau qu'on appelle un polymère de fibrine fragile. Le facteur 13, une fois activé par la thrombine en présence de calcium, va solidifier ces liaisons pour donner un réseau de fibrine insoluble, laquelle fibrine va venir consolider le clou plaquettaire formé pendant l'hémostase primaire pour donner le caillot définitif. Une fois que le caillot est formé, se déclenche alors un processus de fibrinolyse. Cette fibrinolyse résulte de l'activation du plasminogène en plasmine. Cette action se fait sous l'effet d'un facteur tissulaire, le facteur activateur du plasminogène, libéré par les cellules endothéliales. Au niveau du caillot, la plasmine, qui résulte donc de la transformation du plasminogène en plasmine, va dégrader la fibrine au niveau du caillot en produisant des PDF, produits de dégradation de la fibrine, ou des dimères. Après destruction du caillot, la cicatrisation tissulaire prend le relais. Voilà donc le caillot fait de plaquettes et de réseaux de fibrine. Le facteur tissulaire activateur du plasminogène va transformer le plasminogène en plasmine. La plasmine va s'attaquer à ce caillot et le détruire en dédimère ou produit de dégradation de la fibrine. Alors, le processus de coagulation doit commencer avec le traumatisme d'un vaisseau et il doit s'arrêter lorsque la coagulation est terminée. C'est comme dans une voiture, vous avez un processus d'accélération et à un moment donné, quand vous arrivez à l'endroit où vous voulez arriver, vous avez besoin d'arrêter votre véhicule et pour ça, il vous faut un processus de freinage. Quel est le processus de freinage au niveau de la coagulation? Ce sont les inhibiteurs physiologiques de la coagulation qui sont au nombre de 3, l'antithrombine 3, la protéine C qui a un cofacteur, la protéine S, tous synthétisés par le foie, et en plus la protéine C et son cofacteur, la protéine S, sont synthétisés en présence de vitamine K. La protéine C, pour devenir active, est activée par la thrombomoduline. La protéine C activée est un inhibiteur très puissant du facteur 5 et du facteur 8, et dans cette réaction, la protéine S lui sert de cofacteur. Le facteur tissulaire a également un inhibiteur qu'on appelle le TFPI. Donc voilà la coagulation sanguine, le schéma phénal. Voie exogène qui démarre avec le facteur tissulaire, qui va se lier au facteur 7 pour l'activer. Ce facteur 7 va activer le facteur 10, en facteur 10 activé qui va se lier au facteur 5, lequel complexe va transformer prothrombinase, va transformer la prothrombine en thrombine, qui va transformer le fibrinogène en fibrine. Voici donc l'action du TFPI qui est un inhibiteur du facteur tissulaire. L'antithrombine est un inhibiteur à 2 niveaux d'inhibition. Elle inhibe le facteur 10 activé, mais surtout, comme son nom l'indique, antithrombine, c'est un inhibiteur de la thrombine. Et enfin, la protéine C activée, avec son cofacteur la protéine S, a elle aussi 2 niveaux d'inhibition, le facteur 8 et le facteur 5.
Le déficit de l'un de ces trois facteurs, antithrombine 3, protéine C ou protéine S, est un facteur, représente des causes de thrombose à répétition, mais ça ne concerne pas le TD d'aujourd'hui. Donc la coagulation sanguine. Un vaisseau se blesse. L'hémorragie, ça ce sont des globules rouges, commence à s'évacuer par la brèche. Adhésion des plaquettes, libération de certaines substances, agrégation, activation de la coagulation, aboutissant à un réseau de fibrine à partir du fibrinogène, formation qui va venir renforcer le caillot. Une fois le caillot formé, activation de la fibrinolyse qui va détruire le caillot et laisser place à la cicatrisation tissulaire. En cas d'hémophilie, qu'est-ce qui se passe? L'hémophilie, vous savez qu'il y a deux types d'hémophilie. L'une caractérisée par le déficit en facteur 8 et qu'on appelle l'hémophilie A, et l'autre caractérisée par le déficit en facteur 9 et qu'on appelle l'hémophilie B. Donc, le vaisseau se blesse, les plaquettes vont adhérer, libérer, s'agréger, donner un caillot qui, théoriquement, va être renforcé par un réseau de fibrine. Mais le réseau de fibrine ne peut pas se former. Pourquoi? Parce qu'il y a déficit en l'un des facteurs. Le caillot plaquettaire, comme je vous l'ai dit en introduction, est très fragile. Il va se détruire et donc l'hémorragie va reprendre. Alors, comment explorer l'hémostase? Là, nous arrivons à l'objectif que nous nous sommes fixé. Nous sommes des cliniciens, et donc, comme tout clinicien, la première étape, elle est clinique, et elle apporte des informations importantes. Quelles sont ces informations importantes que nous apporte l'examen clinique? D'abord l'interrogatoire, à la recherche d'antécédents hémorragiques dans la famille. Si c'est le cas, vous allez vous être dans une situation de cause d'hémorragie familiale. Si c'est acquis, si ce n'est pas le cas, vous allez être dans une cause d'hémorragie acquise. Ensuite, l'examen clinique. Le type d'hémorragie oriente sur le lieu où se situe l'anomalie, hémostase primaire ou coagulation. En effet, les hémorragies qui sont liées à une anomalie de l'hémostase primaire se caractérisent essentiellement par des hémorragies cutanéo-muqueuses. Hémorragie cutanée, un purpura qui est pétéchial ou échymotique, et des hémorragies muqueuses, ce sont essentiellement les épistaxis, les gingivorragies, les ménorragies chez la femme. Quand l'anomalie se situe au niveau de la coagulation, le type d'hémorragie concerne plutôt les viscères. Ce sont des hématémèses, des hémorragies dans les articulations qui sont très caractéristiques de l'hémophilie. Alors, explorer la coagulation, c'est explorer chacune de ces étapes. Première étape de l'hémostase, c'est l'hémostase primaire. Comment est-ce qu'on explore l'hémostase primaire? Le temps de saignement, la numération plaquettaire, la résistance capillaire, le dosage du facteur Willebrand, le dosage du fibrinogène, l'exploration des fonctions plaquettaires. Quelles sont les fonctions plaquettaires? L'adhésion, la libération, l'agrégation. Donc, il faut explorer chacune de ces étapes. L'exploration de la coagulation. L'exploration de la voie endogène de la coagulation se fait par le TCA ou temps de céphaline activé. L'exploration de la voie exogène se fait par le temps de Quick ou taux de prothrombine. L'exploration de la voie finale se fait par le dosage du fibrinogène, le temps de thrombine, le temps de reptilase, et enfin le dosage des facteurs de la coagulation
qui sont encore une fois le 2, le 5, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13. L'exploration de la fibrinolyse, en effet, se fait par le test de lyse des globulines, le dosage de l'activateur tissulaire du plasminogène, le dosage de l'inhibiteur du facteur tissulaire activateur du plasminogène, le dosage du plasminogène, le dosage de la plasmine, le dosage des produits de dégradation du fibrinogène, le dosage des dédimères et la recherche de complexes solubles. Alors, bien sûr, il n'est pas question devant un malade qui saigne de faire tous ces examens qui sont à au moins une quarantaine. Il faut savoir raisonner. Et comment raisonner? En se basant sur un nombre limité d'examens, comme nous allons le voir. L'exploration de la coagulation. D'abord, il faut que je vous dise que l'étape pré-analytique est capitale dans l'exploration de la coagulation. En effet, il faut que le prélèvement se fasse par ponction veineuse franche avec un garrot peu serré, qu'il se fasse chez un patient au repos depuis au moins 10 minutes, pas forcément à jeun, et qu'il se fasse par prélèvement à l'aiguille, avec tube sous vide, ce qu'on appelle les vacuiténaires, si possible, éviter la seringue et l'aspiration par la seringue. L'anticoagulant sur lequel est prélevé le sang quand on veut faire un examen de la coagulation, ce n'est pas le DTA ni l'héparine, c'est le citrate trisodique à 3,8%. Il est capital de respecter les proportions. 1 volume d'anticoagulant pour 9 volumes de sang. Dans un tube, quand vous mettez 0,5 ml d'anticoagulant, à savoir de citrate trisodique, il faut mettre 9 fois plus de sang, c'est-à-dire 4,5 ml. Il faut agiter immédiatement par retournement successif pour éviter que le sang ne se coagule. Et il faut que les examens se fassent sur des tubes prélevés au maximum 4 heures avant. Voilà donc quand on centrifuge le DIP ce que ça donne. Le plasma qui occupe 55% du haut du tube et les globules rouges qui sont en bas, les globules blancs et la couche plaquettaire. On va à l'aide d'une pipette enlever le plasma qu'on va mettre de côté et c'est avec le plasma qu'on va travailler. Donc 3 examens de première intention. Toujours faire ces 3 examens pour ne rater aucune étape de la coagulation. Temps de céphaline activé pour explorer la voie endogène, temps de quick pour explorer la voie exogène, dosage du fibrinogène qui est la finalité de la coagulation parce que c'est lui qui est transformé en fibrine. Alors, le principe d'un examen de laboratoire pour explorer la coagulation sanguine, c'est de reproduire dans un tube exactement ce qui se passe dans l'organisme. On prend du plasma, on lui ajoute de la céphaline. La céphaline, c'est pour remplacer les phospholipides, car vous vous rappelez qu'à un certain moment, dans la physiologie de la coagulation, il y a nécessité qu'il y ait phospholipides et calcium. Et enfin, calcium qui va déclencher la coagulation. Et on mesure le temps nécessaire à la coagulation. Il se situe généralement entre 30 et 35 secondes. On considère qu'un temps est pathologique
s'il y a plus de 10 secondes entre le malade et le témoin. Le témoin étant un sujet sain qui est prélevé, analysé exactement dans les mêmes conditions que le malade. Alors, le temps de céphalie inactivée va vous permettre d'explorer les facteurs 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est bien ça. Vous rappelez que dans la voie endogène, premier facteur à être activé, c'est le facteur 12. Qu'une fois qu'il est activé, il active le facteur 11, lequel facteur 11 va activer le facteur 9, qui va se lier au facteur 8, en présence de calcium et de phospholipides, pour donner un complexe enzymatique qui est responsable de l'activation du facteur 10, lequel facteur 10 activé va se lier au facteur 5 en présence de phospholipides et de calcium pour donner la prothrombinase, laquelle prothrombinase va transformer la prothrombine en thrombine, laquelle thrombine va transformer le fibrinogène en fibrine. Donc, bien se rappeler que le TCA explore les facteurs 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11 et 12. Voici donc un TCA en photo, notre tube dans lequel on a mis notre plasma. À ce plasma, on ajoute donc dans un premier temps la céphaline qui va remplacer les phospholipides plaquettaires, le calcium, déclenchement du chronomètre. Il va se produire dans ce tube exactement ce qui se produit dans l'organisme, le 12 qui va activer le 11, qui va activer le 9, se lier au 8, responsable de l'activation du 10 qui se lie au 5, transformation de la prothrombine en thrombine, transformation du fibrinogène en fibrine, hop, le caillot se forme et vous avez arrêté votre chronomètre et vous enregistrez le temps que vous avez trouvé chez votre patient. Refaire le même examen chez un sujet témoin et si entre le témoin et le malade, la différence est supérieure à 10 secondes, voilà tous les examens qui peuvent être responsables de cette anomalie. Exploration de la voie exogène, elle se fait par le temps de Quick. Exactement le même principe. Plasma du malade. Rappelons-nous qu'est-ce qui déclenche la coagulation dans la voie exogène, c'est le facteur tissulaire. Et bien ici, il va être remplacé par la thromboplastine et calcium. Dès que ces deux éléments sont ajoutés, on déclenche le chronomètre et on mesure le temps nécessaire à la coagulation. Généralement, il est de 12 à 14 secondes. On considère qu'un temps est pathologique s'il y a une différence supérieure à 2 secondes entre le malade et le témoin. Que veut dire un temps de Quick allongé? Ça veut dire que les facteurs incriminés sont le facteur 1, le facteur 2, le facteur 7, le facteur 5 et le facteur 10. En effet, vous vous rappelez bien que quand on a ajouté notre thromboplastie, le calcium, le premier facteur activé par la thromboplastine qui remplace le facteur tissulaire, le facteur 7 qui va activer le facteur 10 qui va se lier au facteur 5 en présence de phospholipides et de calcium pour donner un complexe enzymatique qui va transformer la prothrombinase en thrombine, laquelle thrombine va transformer fibrinogène en fibrine et donc formation d'un clou plaquettaire. Alors, le temps de Quick peut être exprimé également en taux de prothrombine. Je vais vous expliquer les choses très lentement pour que vous compreniez. On a choisi par hasard un des facteurs de la coagulation, la prothrombine, puisque c'est le facteur qui est avant la fin de la coagulation, parce que c'est elle qui est transformée en thrombine et qui va transformer le fibrinogène en fibrine. Si dans un tube, on obtient un temps de Quick
de 12 secondes. Chez un sujet sain. Chez un sujet sain. Ce temps va correspondre à 100% de prothrombine. Si on dilue le plasma au quart, c'est-à-dire 50% de prothrombine, elle va correspondre à un autre temps qui est situé entre 14 et 16 secondes. Si l'on dilue encore à la moitié, c'est-à-dire au quart, donc on va obtenir un TP à 25%, qui va correspondre à un temps entre 20 et 22 secondes. Quand on aligne ces points, on obtient une courbe qui est dite la courbe de Thievold. Quel est l'intérêt de cette courbe? Vous la faites, si vous avez un laboratoire, une fois par semaine. Chaque fois que vous avez un temps de quick, ou un TP, généralement demandé par un cardiologue chez un patient qui est sous AVK, vous faites votre temps en le reportant ici et en projetant sur la courbe, vous allez avoir le taux de prothrombine correspondant, 33%. Et enfin, la fin de l'exploration de la coagulation se termine par le dosage du fibrinogène qui est généralement compris entre 2 et 4 grammes par litre. Alors, on a fait nos 3 examens de débrayage, TCA, temps de quick, fibrinogène. Comment interpréter un bilan de coagulation en fonction de ces 3 examens? Si le TCA est allongé et que le temps de quick est normal, ça veut dire que ce ne sont que des facteurs de la voie endogène qui sont incriminés. Quels sont les facteurs intervenant dans la voie endogène? C'est le facteur 8, le facteur 9, le facteur 11 et le facteur 12. Si le TCA est normal et que le temps de quick est allongé, il y a un seul facteur qui intervient dans la voie exogène et pas dans la voie endogène, c'est le facteur 7. Si le TCA et le temps de quick sont allongés, il faut alors doser les facteurs qui sont communs aux 2 voies. Ça ne peut pas 8, ça ne peut pas être le 8, ça ne peut pas être le 9, ça ne peut pas être le 11, ça ne peut pas être le 12, parce qu'ils sont incriminés uniquement dans la voie endogène. Ça ne peut pas être le 7, parce qu'il est incriminé uniquement dans la voie exogène. Donc, c'est ou le 2, ou le 5, ou le 10. Et donc, c'est ces 3 facteurs que vous allez doser successivement. Si maintenant votre fibrinogène est normal, que votre TCA et temps de quick sont allongés, vous avez dosé votre facteur 2, votre facteur 5, votre facteur 10, et que tous les 3 reviennent normaux. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une anomalie qui se situe au moment de la transformation de la prothrombine en thrombine. Et pour cela, on fait ce qu'on appelle un temps de thrombine. Donc plasma du malade, dans laquelle on ajoute la thrombine. On apporte la thrombine. Donc ça exclut la voie de l'activation de la voie endogène et l'activation de la voie exogène. Puisque la finalité de ces 2 voies, c'est de former de la thrombine à partir de la prothrombine. Là, on apporte la thrombine directement. En y ajoutant du calcium, on mesure le temps nécessaire à la coagulation, généralement compris entre 15 et 20 secondes. S'il y a plus de 5 secondes entre le malade et le témoin, 2 situations. On dit que le temps de thrombine est allongé. Ou bien il y a un anticoagulant dans le tube
de type antithrombine. Et donc, la thrombine que vous avez apportée va être inhibée par cette antithrombine. Or, quel est le produit antithrombine le plus connu? C'est l'héparine. Donc, chez un sujet qui reçoit un traitement à base d'héparine, vous allez obligatoirement trouver un temps de thrombine allongé. Ou bien alors, c'est un problème de polymérisation du fibrinogène en fibrine. Vous vous rappelez l'étape de la fibrinoformation, détachement des fibrinopeptides, puis liaison des monomères de fibrinogène, puis ces monomères de fibrinogène sont stabilisés par le facteur 13. Donc, cette étape ne se fait pas. Ce sont ce qu'on appelle les dysfibrinogénémies, les maladies du fibrinogène. Alors, pour répondre à la question de savoir si c'est un anticoagulant ou si c'est une dysfibrinogénémie, il y a un examen qui va nous permettre de le faire, c'est le temps de reptilase. Pourquoi cet examen va nous permettre de trancher entre les dents? Le temps de reptilase est exactement étendu qu'au temps de thrombine. Mais la reptilase, à la place de la thrombine, n'est pas sensible aux anticoagulants. D'accord? Donc si le temps de thrombine est allongé et que le temps de reptilase est normal, ça veut dire que c'est un anticoagulant de type héparine. Puisque la reptilase, même s'il y a présence d'héparine, ça ne lui fait rien. Et le temps de reptilase est normal. Si le temps de thrombine est allongé et que le temps de reptilase est allongé, alors vous êtes en présence d'une dysfibrinogénémie qui peut être constitutionnelle ou acquise. Exploration de la fibrinolyse. Donc ça c'est assez simple. On utilise des caillots artificiels qui sont vendus dans le commerce. Vous prenez un de ces caillots et vous le planchez dans le plasma du malade. Qu'est-ce qu'il va subir? Il va subir l'attaque de la plasmine qui elle-même résulte de l'activation du plasminogène et veut mesurer le temps nécessaire à la dissolution de ce caillot. Normalement, chez un sujet normal, cette dissolution demande plus de 3 heures pour se faire. Si elle se fait en moins de 3 heures, c'est que vous avez une fibrinolyse pathologique. Il faudra alors explorer tous les facteurs qui interviennent dans la fibrinolyse. En premier lieu, le facteur tissulaire activateur du plasminogène, l'inhibiteur du facteur tissulaire du plasminogène, le plasminogène lui-même et son produit de transformation, la plasmine, les produits qui accompagnent la destruction du plasminogène, les PDF, les produits qui accompagnent la destruction de la fibrine, les dédimères, et enfin les complexes solubles. Alors, quelques cas cliniques pour illustrer tout ce qu'on vient de voir. Premier cas clinique, patient de 28 ans, atteint de trisomie 21 et d'une cardiopathie congénitale, qui fait un bilan préopératoire avant chirurgie cardiaque. Son TP est à 42%. Autrement dit, il a un temps de quick allongé. On vous l'envoie pour demander votre avis. Quels examens vous auriez fait? Aucun? Un TCA? Un dosage du fibrinogène? Ou d'emblée le dosage des facteurs 2, 5, 7 et 10? Bien sûr, si vous avez tout compris, vous allez faire un TCA. S'il y a TCA allongé en même temps que temps de quick, il faudra doser le facteur 2, 5 et 10. Si le TCA est normal et que le temps de quick est allongé, ça ne peut être qu'une chose, c'est une anomalie du facteur 7.
Deuxième cas clinique, c'est un garçon âgé de 18 mois qui a fait une chute de sa hauteur à la veille, à 18 heures. Il présente une pâleur cutanée muqueuse, une limitation des mouvements articulaires, surtout au niveau du genou droit, qui est enflé. Il a des ecchymoses du membre inférieur droit, des hématomes de la fesse. Antécédents, multiples hématomes après traumatisme minime. Sa circoncision n'a pas été faite. Il a un neveu décédé à la suite d'une circoncision et sa sœur est indemne. Alors, l'analyse clinique de cette situation va nous permettre d'abord, de comprendre que nous sommes devant un cas constitutionnel et pas acquis. Deuxièmement, le neveu est décédé, la sœur est indemne. C'est une maladie qui n'atteint que les garçons, pas les filles. Troisièmement, genou enflé, donc probable hémorragie intra-articulaire. Voilà les examens biologiques. La FNS vous montre une anémie à 9 grammes. Les globules blancs et les plaquettes sont normales. Le temps de saignement est à 8 minutes, normal. Le TCA est à 210 secondes par rapport à un témoin à 30 secondes. Donc largement supérieur à 10 secondes. Le temps de quick est normal, 13 secondes pour un témoin à 12. Le fibrinogène est à 3 grammes. Donc, allongement isolé du TCA, quels sont les facteurs incriminés? Le 8, le 9, le 12 et le 11. Et dans le cas présent, c'est le facteur 8 qui est inférieur à 1%. Il s'agit donc d'une hémophilie A sévère. Troisième cas clinique, c'est un jeune patient de 22 ans, hospitalisé en ORL pour des épistaxis de grande abondance avec pâleur cutanée et muqueuse intense. L'interrogatoire révèle une consanguinité des parents au premier degré. Il a des antécédents d'hémorragie après avulsion dentaire, d'héménométrorragie sévère et hémorragie chez son frère après circoncision. Donc nous sommes dans un cas d'anomalie constitutionnelle, mais contrairement au cas clinique que nous venons de voir, qui atteint les deux sexes, puisque aussi bien la fille que le garçon sont malades. La biologie, anémie sévère à 5 grammes, globules blancs à 7800, plaquettes 415 000. Temps de saignement normal à 9 minutes. TCA normal, 35 pour un témoin à 30, donc moins de 10 secondes. Temps de quick, 40 secondes pour un témoin à 12, donc la différence largement supérieure à 2 secondes. TP 25%, donc allongement isolé de la voie exogène et donc dosage du facteur 7, fibrinogène étant normal. Et ici, il s'agit d'un déficit constitutionnel en facteur 7 que vous allez trouver à 15% quand vous allez le doser. Cas clinique numéro 4, Monsieur HM, 45 ans, agriculteur, originaire de Mostaganem et de Meran, hospitalisé en gastro-entérologie pour investigation d'une hépatosplénomégalie. Antécédents médicaux, il a une hépatite C, découverte il y a 5 ans. Examen endoscopique, présence de varices œsophagiennes. Bilan de coagulation, vous avez un TCA à 70 par rapport à un témoin à 30. Vous avez un temps de quick à 30 par rapport à un témoin à 12. Et un fibrinogène à 1,2 g, donc inférieur à 2. Donc, nous avons un allongement du TCA, un allongement du temps de quick, un fibrinogène bas chez un patient qui a fait une hépatite C, qui a des varices œsophagiennes. Donc nous sommes vraisemblablement en présence d'un cas de cirrhose. Et donc le dosage des facteurs de la coagulation va nous montrer qu'ils sont tous bas et que si vous ne le savez pas, le facteur 5, le dosage du facteur 5
a une importance particulière parce qu'il a en plus une valeur pronostique. Donc là, nous avons trouvé un facteur 2 à 22%, un facteur 5 à 30%, un facteur 10 à 25%. C'est une insuffisance hépatique qui ne peut guérir que par la greffe de foie. Cas clinique numéro 5, c'est une femme de 28 ans subie de nombreuses années pour ménorrhagie. Elle présente une pâleur cutanéo-muqueuse avec manifestation fonctionnelle d'anémie. Le reste de l'examen est sans particularité. Antécédent, hémorragie tardive après avulsion dentaire. Hémorragie tardive. C'est-à-dire que quand elle enlève une dent, la coagulation se fait, elle ne saigne plus et puis elle reprend. Et mauvaise cicatrisation après une plaie. Échographie pelvienne sans particularité. FNS, anémie à 7, avec un VGM à 80 et CMH à 0,32. Globule blanc à 8000, plaquettes 180 000. Elle est du groupe A. Le TCA est à 32 par rapport à un témoin à 30, donc normal. Le temps de Quick est à 13 par rapport à un témoin de 12, donc normal. TP 90%. Fibrinogène 3 grammes par litre. Nota bene, quand on a fait les examens d'exploration, on a remarqué que le caillot se redissout dans le tube. À quoi pensez-vous et sur quels arguments que recherchez-vous? Ce sont là toutes les caractéristiques du facteur 13. Déficit en facteur 13. Donc le processus de fibrinoformation va se faire. Mais c'est la stabilisation de la fibrine qui ne va pas se faire, l'étape finale de la fibrinoformation. Donc le caillot se fait, l'hémorragie s'arrête, mais comme ce caillot n'a pas été stabilisé par le facteur 13, il va se redissoudre. Voilà donc à la fin, je vous laisse des récapitulatifs pour tout ce que nous venons de voir. Merci pour votre attention.